Vendredi 10 juin, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Maroc, la corruption et les conflits d'intérêts mettent le palais et la société en péril. Dans le même temps, la crise économique pousse le Marzen au bord de la faillite. Dans le conflit en Ukraine, 2 mercenaires britanniques et un Marocain arrêtés et condamnés. Des cas qui ne sont pas isolés puisque plusieurs mercenaires marocains sont enrôlés du côté de Kiev. En Europe, le Premier ministre kosovar annonce que son gouvernement demandera d'ici la fin de l'année le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Aux États-Unis, sommet des Amériques à Los Angeles, Joe Biden et son homologue brésilien Jair Bolsonaro adoptent un ton conciliant pour leur première rencontre bilatérale. Au Maroc, les parlementaires, les acteurs politiques et les associations de la société civile dénoncent les conflits d'intérêts et la corruption de la classe politique marocaine. Cette corruption serait à l'origine de l'absence de toute solution à la crise économique que traverse le royaume. Les conflits d'intérêts et la corruption de la classe politique marocaine sont à l'origine de l'absence de toute solution à la crise économique que traverse le royaume, estiment certains acteurs politiques marocains, ce qui risque, selon leur dire, d'ébranler la stabilité du royaume et d'accélérer son effondrement. Ali Hamiddine, membre du secrétariat général du Parti marocain de la justice et développement, a indiqué dans un post Facebook que le problème majeur dont souffre le Maroc actuellement est le phénomène de la corruption qui est structuré et défendu par des formations politiques à des niveaux supérieurs. Le même responsable politique a noté que cette situation expose le pays à la crise économique mondiale et à ses fluctuations soudaines, en particulier dans le domaine des hydrocarbures. Selon des rapports locaux et internationaux, l'un des grands investisseurs dans le domaine de l'énergie n'est autre que le Premier ministre Aziz Akhnouch, qui grâce à son poste a pu acquérir de nombreuses stations-service dans le pays. De nombreux parlementaires et d'associations de la société civile marocaine ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'ampleur de la corruption dans le pays. L'Association marocaine de la lutte contre la corruption a adressé au Premier ministre Aziz Akhnouch un mémorandum dans lequel elle exprime, je cite, sa profonde préoccupation face à la corruption endémique et généralisée. Cette même association a appelé le Premier ministre à mettre fin à la politique des conflits d'intérêts et à l'enrichissement illicite, l'invitant à renforcer les moyens de l'autorité nationale pour l'intégrité et la lutte contre la corruption. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes dans cette crise économique au Maroc. Un déficit commercial de près de 10 milliards de dollars et une dette publique dépassant le PIB. Le Marzen au bord de la faillite. Mohamed Wali Ben Chaben. Sur les 3 premiers mois de 2022, le déficit commercial marocain s'est établi à près de 10 milliards de dollars, creusant le déficit à 43,6% par rapport à fin avril 2021. La dette marocaine dépasse le PIB estimé à 124 milliards de dollars. Pour les économistes, le pays n'est pas loin d'une faillite. Le déficit est lié à la hausse des importations par rapport aux exportations à hauteur de 38%. Le montant des exportations a été établi à plus de 34%, note l'Office marocain d'échange dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Le plus gros souci de l'économie marocaine est le coût très élevé de la facture énergétique qui a augmenté de plus de 87%, dû principalement de la hausse des approvisionnements en carburant et au rebond des prix de 77%. La hausse des produits énergétiques, notamment le gaz, a lourdement pesé sur les ménages du royaume, alimentant la grogne sociale des Marocains dans les rues pour protester contre la précarité et la pauvreté engendrée par la politique du Marzen. La ministre de l'économie et des finances du royaume écarte la possibilité de subventionner le secteur des hydrocarbures et précise que le gouvernement ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour subventionner les carburants.
Le retour sur la décision de libéraliser le secteur des énergies n'est pas donc envisageable, laissant ainsi le marché à la merci du libre jeu de l'offre et de la demande, au moment où le royaume vit au rythme de la corruption qui a gangréné tous les secteurs économiques. Et dans le conflit en Ukraine, un tribunal des autorités pro-russes de Donetsk condamne à mort 2 mercenaires britanniques et un Marocain arrêtés alors qu'ils combattaient pour les forces ukrainiennes. Ce ressortissant marocain n'est pas un cas isolé puisqu'il s'ajoute à une liste de plusieurs mercenaires marocains enrôlés du côté de Kiev. Amin Touta. Dans un contexte social très difficile et compliqué dans le royaume, plusieurs Marocains ont choisi de s'exporter en Ukraine, rejoindre les rangs de brigades néo-nazies d'Azov. Après plus de 100 jours de conflit en Ukraine, les premières sentences judiciaires relatives aux prisonniers de guerre commencent à tomber. 2 Britanniques et un mercenaire marocain ont été jugés par un tribunal militaire de Donetsk. L'instance a requis la peine de mort à l'encontre des détenus. Brahim Sadoun est l'un des inculpés marocains résidant en Ukraine avec un statut d'étudiant étranger. Il a rejoint les brigades néo-nazies ukrainiennes après le début des opérations militaires russes avec un salaire de $1000 mensuels dans un contexte conflictuel loin de son pays d'origine. Sachant qu'après le début des opérations russes, le 24 février dernier, Moscou estime que les mercenaires étrangers qui combattent aux côtés de Kiev ne seront pas considérés comme des prisonniers de guerre, comme le stipule la Convention de Genève et le droit international. Un enrôlement pour le jeune Marocain qui s'explique éventuellement la mauvaise conjoncture socio-économique que connaît le royaume du Merzen et qui pousse des milliers de jeunes Marocains à quitter le pays par voie d'immigration clandestine et dans des conditions inhumaines. Le procès du jeune Marocain en Ukraine s'ajoute au coup dur subi par Rabat après la plainte déposée aux Nations Unies par des organisations internationales de défense des droits de l'homme concernant des actes de mauvais traitement infligés aux détenus sahraouis au sein du groupe Kdimizik dans les territoires du Sahara occidental. Le Parlement britannique appelle à intensifier les efforts pour l'indépendance du peuple sahraoui lors de la conférence placée sous le thème « Droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui ». Les participants ont insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts pour amener l'occupant marocain à se conformer à la légalité internationale et appelant à garantir une protection internationale urgente aux Sahraouis dans les villes occupées. Fin de la visite de travail et d'amitié du président vénézuélien à Alger. Nicolas Maduro a quitté le pays ce matin. Il a été salué à son départ par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Cette visite a été marquée notamment par plusieurs entretiens avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et le ministre algérien des Affaires étrangères, Amtan Lamamra, a été reçu ce vendredi au palais de Carthage par le président tunisien Kais Saïed, à qui il a remis un message de la part du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune a transmis ses salutations et ses vœux de stabilité et de prospérité pour la Tunisie, ainsi que son souci de poursuivre le renforcement des relations fraternelles entre les deux pays, peuples et frères. Les relations entre l'Algérie et la Tunisie sont très bonnes. Les concertations tripartites algéro-tuniso-libyennes sur la situation qui prévaut dans la région, notamment en Libye, ce volet est très important. Notre rencontre était très fructueuse avec le président Kais Saïed sur la nécessité de s'entraider et de coordonner les différents domaines, ainsi que la défense de nos principes, mais aussi nos intérêts. Je dirais que la visite est une réelle réussite. Les deux peuples algériens et tunisiens doivent être fiers, mais aussi le peuple libyen frère, qui doit savoir que l'Algérie et la Tunisie seront toujours là pour lui. Dans
Dans une interview accordée à la chaîne Russia Today, diffusée hier, jeudi, Bachar el-Assad, le président syrien, a fait l'éloge de l'Algérie. L'Algérie qui s'apprête d'ailleurs à accueillir le sommet arabe. Le président syrien a déclaré, je cite, « C'est un fait et je ne le complimente pas car la relation de la Syrie avec l'Algérie en toutes circonstances depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui est une relation stable et il y a quelque chose de proche entre les deux peuples. » Fin de citation. Au Niger, alors que la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri au sud-ouest du pays s'aggrave, le président Mohamed Bazoum s'est rendu sur place à la rencontre des populations déplacées. Depuis son arrivée au pouvoir, Mohamed Bazoum n'a jamais caché sa préoccupation concernant les questions sécuritaires, non seulement au Niger, mais aussi dans l'ensemble de la région du Sahel. C'est dans ce sillage que le chef de l'État s'est rendu jeudi dans la région de Tillabéri, à la rencontre des populations touchées par le terrorisme. Le Tillabéri, une région située dans le sud-ouest du pays, un territoire limitrophe du Burkina Faso et du Mali, communément appelé la zone des trois frontières, est particulièrement affecté par ce fléau. D'ailleurs, pour la seule ville de Terra dans la région du Tillabéri, les autorités locales et l'ONU font état de près de 13 500 déplacés forcés. S'adressant à la population déplacée forcée, Bazoum se veut avant tout porteur de réponses idoines concernant l'insécurité, promettant par ailleurs aux déplacés de ce département plus de sécurité dès leur retour dans leurs villages respectifs. Assurant, je cite, « L'État va vous garantir toutes les conditions de sécurité dont vous avez besoin ». Depuis 2017, la région du Niger, aux côtés de ses voisins, font face à de récurrentes attaques terroristes. À cet effet, le président du Niger signale l'urgence d'une réponse collective en affirmant, je cite, « Il est urgent que les pays frères du Mali et du Burkina Faso puissent se relever. Nous allons continuer à projeter nos forces de façon à créer le bouclier dont nous avons besoin. » Guinée équatoriale, le vice-président Teodoro Nguema Ambiang Manga a menacé d'expulser l'ambassadeur de France à Malabo si Paris expulse les diplomates équato-guinéens de l'immeuble parisien abritant leur ambassade. Un immeuble confisqué par la justice dans l'affaire des biens mal acquis. Une déclaration faite par le vice-président équato-guinéen sur son compte Twitter personnel. En Afrique du Sud, le président et chef du parti au pouvoir, l'ANC, Cyril Ramaphosa, répond aux allégations de corruption en déclarant, je cite, « Les processus du parti au pouvoir doivent se poursuivre ». Le président sud-africain aurait omis de déclarer quelques 4 millions de dollars volés dans sa ferme lors d'un cambriolage en 2020. Je suis un partisan du processus. Le processus doit se dérouler. Ce que je dirais cependant, si je devais être accusé, c'est que oui, les processus au sein du parti au pouvoir doivent se dérouler au sein de l'ANC. Comme vous le savez, j'ai proposé de me rendre moi-même, sur une base volontaire, devant la commission d'intégrité. Et je les verrai. La date n'a pas encore été fixée. Et la Guinée-Bissau a annoncé hier soir les membres de son nouveau gouvernement, 24 ministres et 12 secrétaires d'État. Une annonce qui intervient après que le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo ait dissous le Parlement le 16 mai en raison de divergences persistantes et insurmontables entre l'Assemblée populaire nationale et d'autres organes souverains, dont la Cour des comptes. Le nouveau gouvernement sera dirigé par le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam. Burkina Faso, 5 membres des forces de défense et de sécurité, dont 1 militaire et 4 gendarmes, ont été tués hier. Une quarantaine de terroristes ont été neutralisés au cours de 2 attaques contre un détachement de gendarmerie et une mine d'or, d'après l'armée burkinabé. La première attaque a eu lieu au nord-ouest du pays, dans la région de la boucle de Mouhoun. La seconde a visé les installations de la mine d'or de Karma, au nord du Burkina Faso.
Russie, le président russe Vladimir Poutine a accueilli le président turkmène Serdar Berdimuhamedov, récemment élu lors de sa première visite à l'étranger. Et lors de cette rencontre, le nouveau président turkmène prône un renforcement des liens avec Moscou, son partenaire stratégique. Les deux dirigeants ont par ailleurs signé une déclaration sur le renforcement du partenariat stratégique entre le Turkménistan et la Russie. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky plaide pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il appelle à ne pas laisser son pays dans une zone grise. La Commission européenne doit rendre dans les jours qui viennent son avis sur la question avant que les dirigeants de l'Union européenne ne décident s'ils accordent à l'Ukraine le statut officiel de candidat lors d'un sommet les 23 et 24 juin. Pour rappel, les 27 sont divisés sur la question de la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Pourquoi, si les sondages montrent que 71% des Européens considèrent que l'Ukraine fait partie de la famille européenne, y a-t-il encore des sceptiques politiques qui hésitent à nous laisser entrer dans l'Union européenne? Dans les semaines à venir, l'Union européenne pourrait prendre une mesure historique qui prouverait que les paroles sur l'appartenance du peuple ukrainien à la famille européenne ne sont pas vaines. Et puis cet autre candidat pour l'Union européenne, le Premier ministre kosovar annonce que son gouvernement demandera d'ici la fin de l'année le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Annonce faite lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Pristina dans le cadre d'une tournée dans les Balkans. Le conflit russe exige une position claire, une réponse sans équivoque. En soutenant toutes les mesures et sanctions, Albin Kurti et le gouvernement du Kosovo ont montré que le Kosovo est un partenaire fiable, proche de nous et aux côtés de la communauté européenne et internationale. Nos nations sont liées par des valeurs communes profondément enracinées qui ouvrent des opportunités incroyables pour nos deux nations, à mon avis. En Chine, les prix à la production ont progressé en mai à leur rythme le plus faible depuis un an, sous l'effet d'un assouplissement des mesures sanitaires qui perturbaient les chaînes d'approvisionnement. Il faut noter que la capitale économique Shanghai dispose de l'un des plus importants ports du monde, dont l'activité a été en grande partie paralysée par les mesures anti-Covid. Les prix des fruits, des légumes frais ont par ailleurs baissé de 15% sur un an en mai, à la faveur d'une levée progressive des restrictions sanitaires qui ont permis de fluidifier la logistique. En Chine, toujours, un séisme de magnitude 6.0 a secoué ce vendredi à 1h28 de Pékin la ville de Markang de la préfecture autonome tibétaine Kolang Daba dans la province chinoise de Sichuan. L'épicentre a été localisé à une profondeur de 13 km. Un séisme de magnitude 5.8 a été enregistré plus tôt ce même vendredi dans la ville. Le ministre chinois de la Défense, Wei Feng, dit avoir eu un échange très honnête et sincère avec son homologue américain Lloyd Austin à Singapour. Les deux hommes se sont rencontrés ce vendredi pour la première fois en marge du forum de sécurité du dialogue de Shangri-La, organisé jusqu'à dimanche dans la cité-État qui réunit de hauts responsables militaires, diplomates et des géants de l'armement. Aux États-Unis, à Los Angeles, au sommet des Amériques organisé par le président américain Joe Biden et son homologue, justement, Joe Biden et son homologue brésilien Jair Bolsonaro adoptent devant la presse un ton conciliant pour leur première rencontre bilatérale, y compris sur les sujets délicats tels que les élections et la protection de l'Amazonie. At times we feel
Parfois, nous nous sentons menacés dans notre souveraineté dans cette région, mais le fait que le Brésil préserve très bien son territoire, Monsieur le Président Biden, nous restons pleinement disposés à coopérer pour trouver une issue à cet événement que, bien entendu, nous n'aurions jamais souhaité voir se produire entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons l'intention de trouver une issue à la situation actuelle le plus rapidement possible. Nous soutenons cet effort et nous prions pour ça. And we support and we pray. It's a wonderful place, magnificent people. Le Brésil est un endroit merveilleux, un peuple magnifique, grâce à une démocratie vibrante et inclusive et des institutions électorales fortes. Nos nations sont liées par des valeurs communes profondément enracinées qui ouvrent des opportunités incroyables pour nos deux nations, à mon avis. Et direction l'espace à présent. Après une phase de déploiement réussie le 25 décembre dernier, le télescope spatial Webb James a été persécuté par un météoroïde. Selon l'agence spatiale américaine, il devrait tout de même publier son premier cliché le 12 juillet prochain. Imen Merad. Une technologie qui a nécessité 2 décennies de dur labeur à la NASA et des milliards de dollars d'investissement. Webb James a pris son envol le 25 décembre dernier depuis Kourou en Guyane française, avant de prendre la direction du point L2, un endroit du système solaire où les lois de la gravité se neutralisent, permettant de rester immobile, tournant autour du Soleil à la vitesse de la Terre. Jusque-là, tout se déroulait pour le mieux pour le télescope spatial. Parvenant à déployer l'ensemble de ses appareils, une microthéorite dont la taille est encore à confirmer est venue heurter le miroir doré du télescope, l'endommageant partiellement. La NASA ne semble point s'inquiéter pour autant, dans la mesure où le bijou spatial est toujours efficient à un niveau qui dépasse toutes les exigences, selon l'agence spatiale américaine. Les premiers rapports sur cet incident qui s'est produit à la fin du mois de mai indiquent que le télescope a été touché par un objet d'une taille plus grande que prévu, engendrant une anormalité sur l'un des 18 panneaux dorés qui composent le miroir principal du télescope. Ce léger contretemps devrait être corrigé par la NASA qui va devoir réajuster les données reçues en prenant en compte cet accident sur l'un des 18 panneaux. Pour rappel, Webb James est le plus grand et le plus sophistiqué des télescopes spatiaux que l'humanité ait jamais envoyé dans l'espace. L'équipe qui est sur les derniers réglages et ajustements de ce bijou de technologie a assuré que les premières observations scientifiques allaient bientôt commencer et qu'elles seront dévoilées cet été, un peu plus de 6 mois après son lancement, le jour de Noël 2021, conformément à ce qu'ils avaient prévu. Il faudra cependant attendre quelques mois supplémentaires pour admirer le résultat de plus de 20 ans de travaux sur cet effort scientifique international. On va parler sport, football, tournoi des 4 nations hier au stade de 5 juillet. Les joueurs locaux ont remporté leur match face à la République démocratique du Congo sur le score de 3-0. Les buts du match ont été inscrits par Reda Ben Sayeh, Bilal Ben Hamouda sur un penalty. Voilà, aujourd'hui c'était un match, une très très bonne opposition, une équipe joueuse, très costaud physiquement, qui nous a posé beaucoup de problèmes avec leur force offensive, beaucoup d'impact, beaucoup de poids. Et voilà, après moi je pense que pour les deux équipes c'était une très bonne expérience, parce que c'est ce style de match qui va se passer à la CHAN, de match de haut niveau. En tout cas, je félicite les joueurs parce que ça fait depuis le 31 mai, on est ensemble. Tout le monde travaille, surtout qu'ils sont en fin de saison. Ils ont enchaîné 2 années quasiment sans vacances. Donc, malgré la fatigue, ils étaient là à faire les efforts. Mais en tout cas, ouais, très content de ce style de match. Et le joueur Bilal Ben Hamouda qui nous a quittés aujourd'hui, à Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons toutes nos condoléances donc à sa famille. Sport toujours, le feuilleton Zidane et PSG ne serait qu'à son prologue. Son conseiller Alain Miglaccio dément les rumeurs, sauf que les presses espagnoles et françaises parlent d'un accord. Salah Faisal. Ici c'est Paris, un slogan dont les supporters de la capitale sont fiers. Dans les grands matchs, porter un maillot du PSG, c'est interdit à Marseille, même par les autorités. Voir un des Marseillais jouer au PSG, c'était impossible. Ben on est à Paris ici. Moi je suis Marseillais. Mais depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaifi, rien n'est impossible pour le PSG.
Messi, Zlatan, Neymar, Mbappé. Le Paris Saint-Germain est toujours à la recherche d'une étoile de Ligue des Champions. Les meilleurs entraîneurs sont passés, Ancelotti, Tuchel, Emre et bien d'autres. Le meilleur résultat, une finale perdue en 2018 face au Bayern de Munich, par un but d'un Français Coman. Le PSG de 2022, un départ du directeur sportif Leonardo ou le Brésilien, l'arrivée de Louis Campo, une séparation avec le coach argentin Mauricio Pochettino, le coût peut atteindre 20 millions d'euros, un chiffre à prendre en compte. Les rumeurs d'il y a quelques semaines sont devenues des infos qui circulent. Zidane au PSG. Le champion du monde 98 est libre de tout contrat depuis son départ du Real de Madrid à la fin de la saison 2020-2021. Le président français Emmanuel Macron souhaite le voir entraîner un club de Ligue 1. Donc moi je souhaite pour le rayonnement du championnat français pour la France qu'il revienne et qu'il vienne entraîner un grand club français. Ce serait formidable. L'offre financière et le projet parisien peuvent convaincre Zizou selon plusieurs médias. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions est un des ambassadeurs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Certains médias disent que Zizou et le PSG sont sur le point de se serrer la main, tandis que d'autres voient que cet accord ne verra pas le jour. Le passé de Zizou au Real de Madrid, en plus son souhait d'entraîner l'équipe de France, empêchera Zizou de rejoindre le PSG. De quel côté passera l'homme de la roulette ? Culture, avant de se quitter, on vous propose ces belles images venues de Singapour, dans le quartier de Marina Bay. Le Festival des Lumières placé sous le signe du développement durable, aussi percutant qu'éblouissant. Amira Petia. Après une interruption de 2 ans pour cause de pandémie mondiale, le Festival des Lumières de Singapour est de retour en faisant beaucoup d'heureux. Ça me fait sentir vraiment détendu, comme si j'étais dans la nature. Lors du Festival des Lumières de Singapour, des habitants se prennent en photo à côté d'œuvres d'art multicolores. De tout âge, ils sont émerveillés devant des lucioles dansantes sur une pelouse ou bien traversant une baleine gonflable. L'art est un moyen de communiquer avec le public. Dans le cas présent, de parler de développement durable, du changement climatique, de tout ça. Toutes ces choses qui ont un impact immense sur notre génération et qui en auront encore plus sur les générations futures. Tout le monde doit donc agir dès maintenant. La prise de conscience doit commencer dès maintenant. Cette année, le festival met en lumière le développement durable. Pour encourager le public à adopter des habitudes durables, les organisateurs ont choisi d'utiliser des installations de lumière à faible consommation d'énergie. Je pense que de nombreuses personnes vont venir ici pour prendre des photos et les poster sur les réseaux sociaux. Mais aussi, il y aura des gens qui vont se pencher sur les descriptions et se rendre compte que ça parle de développement durable. C'est donc une bonne chose et un bon geste pour la planète, mais surtout un élan pour les générations futures. C'est donc une bonne chose et un bon geste pour la planète, mais surtout un très bon élan pour les générations futures. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Quant à moi, je vous retrouverai demain pour le journal à 19h. Excellente soirée sur Al24 News.